Sébastien, nous sommes ici à Pantin, au village des Fiertés. Nous n'allons toutefois pas passer la journée ici car nous partons pour la marche des Fiertés 2021. Voilà enfin une marche des Fiertés à Paris depuis 2 ans. La dernière fois, l'an dernier n'avait pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. Elle avait été reportée, puis finalement annulée. Mais cette fois-ci, nous sommes là. Alors, cette pandémie, ça a beaucoup été dit, a donné lieu à de nombreux reculs en termes de droits humains à travers le monde, dans tous les domaines. Il est illusoire de penser évidemment que les droits des personnes LGBTQI n'aient pas pu être atteints. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les traits les plus saillants de ces atteintes aux droits humains des personnes LGBTQI en lien avec la pandémie et sur quel type de violation spécifique pendant cette période Amnesty a-t-elle dû se concentrer dans ce monde confiné, si on peut dire? Oui, en fait, c'est vrai qu'en 2019, en 2020, la marche des fiertés organisée par l'inter-LGBT à Paris a dû être annulée en raison de la crise sanitaire. Mais on a malgré tout vu des mobilisations en France et pas qu'à Paris. Il y a eu une marche des lesbiennes cette année, il y a une autre marche des fiertés il y a 2 semaines. Il y a d'autres marches plus artisanales qui se sont organisées malgré tout, malgré la pandémie, pour justement rappeler l'urgence de se battre pour les droits des personnes LGBTI, et encore plus en période de pandémie. Pour quelle raison? Parce que cette pandémie de Covid-19 a eu un impact sur les droits humains, elle a accentué les inégalités, et donc on a vu que le rapport annuel d'Amnesty International sur l'année 2020 montre bien une augmentation des violences faites aux femmes et aux personnes LGBTI, parce qu'à partir du moment où on met des confinements, des couvre-feux, et que les personnes sont obligées de vivre confinées, ça peut intensifier les violences intrafamiliales, encore plus quand on est jeune, quand on découvre une sexualité ou une identité de genre qui ne correspond pas à ce que la norme voudrait nous amener, et donc ça peut faire naître aussi des violences auprès des parents. Et donc voilà, il y avait un besoin d'avoir des dispositifs également en France qui permettent de répondre aux violences auprès des jeunes LGBT. Et dans le monde, une autre difficulté, c'était qu'il y a encore 69 pays qui pénalisent l'homosexualité dans le monde, et du coup quand on est soi-même pénalisé pour qui on aime ou pour qui on est, on ne va pas voir les organismes de soins, et on est discriminé de manière générale dans l'accès aux soins, dans l'emploi. Et donc quand cette crise sanitaire se rajoute par-dessus, ça vraiment vulnérabilise les personnes LGBTI. C'est pour ça que l'ONU, comme Amnesty International, a reconnu les personnes LGBTI comme des personnes particulièrement vulnérables au Covid-19, pas en raison de leur état de santé, mais en raison des discriminations systémiques qui s'appliquent dans tous les champs de la société, en France et dans le monde. Alors ça, c'est pour la pandémie, mais malheureusement, même pendant cette période, certaines choses n'ont pas changé, hélas. Et ce qu'on constate, c'est que, ça c'est pas nouveau, toute victoire en termes de droits des personnes LGBTQI semble se payer d'un prix très cher, un prix qui serait au moins de 2 défaites. Par exemple, on a aux États-Unis l'administration Biden et Harris qui met à bas les interdictions édictées sur Donald Trump, qui rétablit des protections. Et dans le même temps, on a la Hongrie qui adopte une loi totalement rétrograde avec, malheureusement, en cette période d'Euro de football, une complicité malvenue de l'UEFA, on l'a vu à Munich. Le Sénégal, on a des gens qui défilent pour que l'homosexualité soit un crime, au même titre que le meurtre ou le viol en droit français, rien que ça. Et puis on a 2 pays qui font problème, la Pologne et la Turquie. Ces 2 pays fustigent, leur gouvernement fustige la Convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes. La Turquie s'en est même retirée. Et alors qu'au début on dirait que ça n'a rien à voir, et bien les 2 gouvernements invoquent les personnes LGBTQ. Donc voilà, quelque chose qui est complètement différent. Alors ces regains d'homophobie, c'est pas juste la pandémie. À quoi est-ce qu'on assiste maintenant? Est-ce que vous diriez que c'est un phénomène du moment, un vent qui se lève, qui va retomber, ou quelque chose malheureusement qui est une vague plus haute? Et en tant qu'Européens, ça veut dire que pour la Pologne, la Turquie, la Hongrie, nous qui pensions avoir un système de droit performant, on a de quoi s'inquiéter. Oui, je pense qu'on a le droit de s'inquiéter. Moi, j'ai tendance à être assez optimiste, et j'ai tendance à dire qu'on va dans le bon sens, puisqu'il y a de plus en plus de pays qui protègent des discriminations et des violences. Il y a de moins en moins de pays qui pénalisent l'homosexualité, la transidentité, de plus en plus de pays qui reconnaissent le mariage, l'adoption ou la reconnaissance légale du genre des personnes trans et intersexes. Donc j'avais tendance à dire que ça allait dans le bon sens. Et en fait, on se rend compte que depuis une dizaine d'années, on régresse, que les droits qu'on a acquis auprès de luttes, ça a été difficile, que ces droits sont extrêmement fragiles. Et on l'a vu avec Donald Trump, et on l'a vu dans d'autres pays du monde, qu'on a une rhétorique transphobe et homophobe qui porte directement atteinte de manière frontale aux personnes LGBTI. Et tu as raison de le mentionner sur la Convention d'Istanbul. C'est une convention qui vise les violences à l'encontre des femmes, qui vise à lutter contre les stéréotypes de genre.
ces stéréotypes de genre, effectivement, ont des répercussions sur toute la société, donc également sur l'homophobie et la transphobie. Donc c'est un bon instrument justement pour avancer dans une société plus inclusive et plus égalitaire. Et donc cette convention, elle est instrumentalisée par la Pologne, par la Turquie, en disant qu'elle viserait à normaliser l'homosexualité, que cette normalisation, elle serait incompatible avec les valeurs du pays, alors que ce qui est incompatible avec une société démocratique, c'est bien l'homophobie et la transphobie. À partir du moment où les citoyens ne sont pas égaux, on va pas vers un état de droit, et donc il faut absolument rappeler systématiquement que les droits humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et j'ai l'impression qu'il va falloir le répéter encore longtemps, et qu'on n'est qu'au début d'une vraie période de régression, et comme tu disais, la Pologne, la Hongrie et d'autres pays en Europe qui commencent à avoir cette même rhétorique homophobe, transphobe, et qui prend de l'ampleur. C'est pas un phénomène qui va diminuant, c'est pas anecdotique. On vit une période de régression particulièrement inquiétante. Bon, alors il y a le monde, il y a l'Europe, et puis bien sûr il y a la France. Et ici en France, on n'a jamais eu autant de raisons de s'inquiéter par rapport aux droits humains. Depuis, après le deuxième confinement, depuis l'automne dernier, on a eu des propos gouvernementaux, on a eu des lois, des projets de loi qui semblaient cibler en particulier une communauté religieuse en France. Bonjour l'égalité devant la loi, comme on disait. Et puis il y a eu la loi sécurité globale. Donc, on nous disait qu'elle protégerait les forces de police, mais qui en fait vise surtout l'activité de la société civile. Donc en fait elle protège personne. Alors fort heureusement, pour le moment, on n'a pas de recul légal officiel sur les droits LGBTQI. Enfin bon, quand toute une partie de la population comme ça subit des atteintes à ses droits dans la loi, que l'action des défenseurs des droits humains est restreinte, c'est tout le monde en fait qui doit s'inquiéter, non pas seulement de l'État, mais du mauvais exemple que ça donne à la population. L'idée, je peux agresser sans me faire punir. Par ailleurs, on a dans les médias de plus en plus un discours de peur, de rejet de l'autre, y compris dans les médias dits d'information, de haute audience. Et il n'y a pas mieux pour dire à une population, je peux attaquer, je peux agresser sans rien avoir à craindre. Alors aujourd'hui, bon, même si la lettre de la loi pour le moment, on ne semble pas s'en prendre ouvertement aux populations LGBTQI. Est-ce qu'on est vraiment à l'abri de régression sur ce point, voire, comme je le disais, d'actions spontanées des citoyens, que la loi ne sera pas arrêtée quand elle se produit? Je pense qu'en France aussi, il y a cette même problématique, et que ce que je disais sur cette rhétorique homophobe et transphobe, on la retrouve dans des élus politiques en France. On l'a déjà écouté auprès du mariage pour tous, on l'a entendu sur les études de genre. Et il y a toute cette idéologie qui vise à dénoncer les études de genre, les études intersectionnelles. Dès qu'on veut s'intéresser de manière aux discriminations, on retrouve une forte opposition. Et j'ai peur que cette opposition, elle se retrouve un jour dans la loi. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de, j'ai envie de dire, on n'a pas de recul législatif, mais en fait, on n'a aucune avancée. Et donc c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est de plus en plus sensibilisé. La population française est de plus en plus accepte de plus en plus l'homoparentalité ou les personnes LGBTI. Il y a un consensus qui est fait sur la nécessité d'avoir que les droits soient appliqués de manière sans discrimination auprès des personnes LGBTI. Et pourtant, on voit que depuis ce quinquennat, il n'y a eu aucun projet de loi qui a été à terme sur la question, et que le seul en cours aujourd'hui, c'est sur la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux femmes lesbiennes. Et on voit bien qu'après tant d'attentes, ce projet de loi, il déçoit massivement les associations qui sont sur le village aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, il crée une discrimination dans l'établissement de la filiation. Quand on sera hétérosexuel ou homosexuel et qu'on bénéficie du PMA, l'établissement de la filiation ne sera pas la même. Et du coup, cette discrimination en raison de l'orientation sexuelle, elle n'a aucun sens. Les personnes trans et les hommes trans notamment ne seront exclus de ce texte de PMA. Il y a plein d'autres problèmes, et du coup on en vient à avoir un seul texte extrêmement décevant, et qui va nécessiter encore d'autres lois pour lutter contre les discriminations. Et j'en viens aussi aux thérapies de conversion, où le projet de loi semble complètement abandonné. Les thérapies de conversion, c'est toutes les pratiques qui visent à modifier ou à changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, et qui ne mentionne même pas les interventions irréversibles, invasives, que peuvent aussi subir les personnes intersexes. Donc je veux dire, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et on a l'impression qu'à part avoir communiqué et sensibilisé sur cette question, ce qui est déjà une bonne chose, mais en fait, c'est très bien d'en avoir parlé, d'avoir sensibilisé sur cette question. Maintenant, il faut agir, et l'urgence est qu'aujourd'hui, on approche de la fin du quinquennat, et qu'on est dans la même situation qu'il y a 5 ans. Alors on ne peut pas conclure sans parler quand même de ce qui a tout bouleversé ces 2 dernières années, la pandémie. Elle n'est pas tout à fait derrière nous, certains pays s'en sortent beaucoup moins que nous. Ici en France, on a des plaies béantes, on a une population épuisée, mais il y a une chose qui est sûre. On ne guérit pas dans le même environnement qui nous a rendus malades. Quoi qu'il se passe, on doit déjà se projeter dans un arbre.
parler du monde d'après, déjà en 2020. Dans ce monde d'après, le respect des personnes LGBTQ, de leurs droits, leur inclusion dans une société débarrassée de préjugés qui sont séculaires à leur endroit. Et je peux dire qu'en tant que personne handicapée, on a aussi des préjugés contre nous, donc voilà. Hélas, c'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Eh bien, à quoi est-ce que ça ressemble et comment, dès aujourd'hui, est-ce qu'on peut en prendre le chemin, qu'on soit des décideurs politiques influents ou comme nous, société civile, ou même simples citoyens? Je pense qu'il faut se rappeler de Amnesty International, la vision d'Amnesty International, c'est la vision d'un monde où chacun peut se prévaloir des droits garantis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en fait, si on veut vivre dans une société égalitaire, inclusive, où tout le monde a sa place, il faut qu'on arrive à appliquer cette Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les droits de l'homme. Les droits humains sont universels, indivisibles, et on ne peut pas en appliquer certains et pas d'autres. Il n'y a pas de hiérarchisation, de hiérarchie à faire entre ces droits humains. Et donc, les droits des personnes LGBTI sont aussi importants que les autres droits. Et donc, il va falloir qu'on arrive à comprendre ces discriminations, ces inégalités et à y mettre un terme. Et c'est pour le bien de tous. La loi que tu as mentionnée tout à l'heure sur la Hongrie qui interdit toute représentation des personnes LGBTI dans l'espace public et auprès des médias, elle est dramatique, mais elle est dramatique pour tout le monde. Elle n'est pas dramatique juste pour les personnes LGBT ou pour les jeunes des personnes LGBT, elle est dramatique pour tous les enfants qui composent la société hongroise, qui vont être privés d'informations cruciales sur la sexualité, sur la diversité, sur l'éducation à la sexualité. Et en fait, ça ne concerne pas uniquement les personnes LGBTI, ça concerne tout le monde. Tous les enfants devraient avoir accès à toutes les informations pour pouvoir faire leur propre choix, pour une éducation au consentement et pour avoir une vie sexuelle épanouie et normale. Et donc, priver empêcher cette représentation LGBT, ça nuit à tout le monde et pas qu'aux personnes LGBT. Et c'est ça qu'il faudrait comprendre, que toutes ces discriminations, elles sont liées. Et quand on lutte contre l'homophobie, on lutte aussi contre le sexisme. Quand on lutte contre les discriminations, on lutte contre toutes les discriminations. Et il y a un gros travail à faire. Alors on le redit encore haut et fort, les droits humains sont notre fierté. Les droits humains sont notre fierté et aujourd'hui Amnesty se mobilise particulièrement pour 18 étudiants et un professeur qui sont poursuivis en justice en Turquie pour avoir participé à une marche des fiertés dans leur pays en 2019. Les Pride en Turquie sont interdites depuis 2014. La dernière marche de 2014 avait rassemblé 100 000 personnes. Ça montre qu'il y a une grosse communauté quand même qui peut se mobiliser à Istanbul. Mais on voit bien que depuis 2014, toutes les marches et les événements LGBTI sont systématiquement interdits. Et donc aujourd'hui, ces jeunes risquent 3 ans de prison pour avoir simplement fait discuter, comme aujourd'hui, dans un village, essayer d'entamer une discussion, une conversation sur cette thématique. Donc allez sur le site d'Amnesty, signez la pétition et suivez notre travail sur amnesty.fr. Merci Sébastien. Merci à toi. Allez, go, on y va. Avant les sinon ça l'avance.